à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Deuxième chronique à propos d'un livre qui s'appelle Des étoiles plein les yeux, qui a été écrit par Michel Cabaret, édité par Yvon Lechevestrier. Bonjour Michel. André, bonjour. Bonjour. Yvon Lechevestrier qui est encore là avec nous. Et Bruno Mouguin qui est là également, qui est responsable du planétarium. Bonjour. Et donc nous allons parler, justement, on va commencer à égrener un peu les différents chapitres. On va peut-être pas avoir le temps de tous les voir, on va voir. Et donc on va commencer par le chapitre 2, parlant du planétarium. Et donc le planétarium, j'ai lu que pour monter la grande coupole, il avait fallu vous allez me corriger, hein, il avait fallu gonfler un grand ballon et puis projeter du béton dessus, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. Ils ont même projeté le béton à l'intérieur. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Exactement. Ils ont gonflé un ballon et tout était sous pression à l'intérieur du cône de l'espace des sciences. Oui. Et l'équipe de maçons qui a travaillé avait des lances à béton et ils projetaient le béton. Et c'est un béton particulier qui se solidifiait relativement vite pour pouvoir monter le béton et faire une sphère, quoi. Mais béton armé. Au moment où on injectait le béton, le ballon continuait à se gonfler ou il est resté stable à ce moment-là? Le ballon est resté stable. D'accord, le diamètre a été fixé. Voilà. Ça avait été déterminé. D'accord. Donc, et puis après, il a fallu mettre des différentes facettes dessus, je crois, hein, c'est ça? Des écailles de zinc à l'extérieur, voilà. Pourquoi des écailles de zinc comme ça? Là, après, je dirais, c'est le choix de l'architecte. L'architecte, c'était... Christian de Porzampar. Voilà, Christian de Porzampar, oui. Mais très vite, quand on a su ça, on s'est posé des questions, parce que pour faire une sphère, il vaut mieux mettre des triangles que des losanges. Oui. Ah, pourquoi? Eh bien, parce que si vous mettez des losanges, vous êtes obligé de les faire de plus en plus petits. Donc, il y a un problème d'angle, puisque je vais être un peu compliqué, mais c'est du triangle sphérique, en fin de compte. Et plus les angles deviennent petits, plus les machines n'arrivent plus à plier correctement les petits losanges. Et il y a un moment, c'est tellement minuscule que l'eau va passer à travers. Ah oui. Tandis que là, dans ces conditions, ça se passe très bien. Bien là, il a fallu qu'ils arrêtent de monter les losanges et ils finissent par mettre une calotte à la surface du dôme. C'est d'ailleurs l'objet d'une question de science dans le livre. Voilà, pour pouvoir rendre étanche le toit du planétarium. D'accord. Bien. Alors, ce planétarium, il a été conçu sur le modèle de celui de Pleumeur-Baudou. De Pleumeur-Baudou, c'est ça, hein? Oui. Donc, Bruno, vous étiez avant à Pleumeur-Baudou, non? Exactement. Vous étiez un des concepteurs, quoi. Voilà, avec Claude Ganter et Priscilla Abraham. Et Claude, qui est parti aux États-Unis, je crois. Lui, voilà, lui, on va dire, c'était le cerveau capable de mathématiser tout ce qu'il y avait autour de lui. Et nous, on était plus dans l'ergonomie, la conception. Vous étiez complémentaires. Hein. Exactement. Exactement, et c'est ce qui a fait qu'on a créé, sans le vouloir, un logiciel de planétarium en astronomie. Bernard, il y a une réduction de ce qu'on appelle la pratique scientifique, à la fois voir, donc des formules, et à la fois réaliser. Oui. C'est ça. Et je dirais, et l'observation. Oui. Parce que au tout début, nous, on n'y connaissait absolument rien en informatique et on a fait venir successivement des stagiaires en informatique qui étaient capables de convertir des tables stellaires, ce sont que des chiffres avec les positions des étoiles, la magnitude, et ils convertissent pour en faire quelque chose de graphique, pour qu'on voit une carte.
Et à chaque fois, ils étaient très contents parce que effectivement, il y avait correspondance. Sauf que nous, on est habitués à observer les étoiles et nous, on n'arrivait pas à lire les cartes. Et pourtant, elles étaient justes. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il faut tricher pour pouvoir faire en sorte que les gens voient des étoiles avec un ordinateur comme nous, on les voit avec nos yeux. Alors comment ça, vous trichez ? Eh bien, on est obligé de modifier la luminosité de certaines étoiles, le diamètre apparent de certaines étoiles, la colorimétrie de certaines étoiles, pour qu'on puisse lire le ciel d'un planétarium exactement comme on lirait le vrai ciel dehors. La seule différence, c'est que chaque étoile émet sa propre lumière dans l'univers, tandis que chez nous, dans un planétarium, c'est un même projecteur qui envoie la même lumière sur l'ensemble de l'écran. Eh bien, le cerveau, lui, ne va pas travailler de la même manière quand c'est une même source lumineuse qui envoie des points dans le ciel que quand il est dehors à voir des sources lumineuses différentes. Et donc, au niveau didactique, ça passe beaucoup mieux comme ça, quoi, c'est ça ? Ah ben oui, puis il a fallu mettre au point des correctifs dans les tables stellaires pour que l'ordinateur puisse projeter une image d'un ciel que nous, on a l'impression qu'il est conforme avec celui qu'on a l'habitude de voir dehors. Ça rejoint, juste Bernard, rapidement, parce que ça, c'est intéressant. Rapidement, oui. Ça veut dire que là, les scientifiques, au fond, comme on le font habituellement, ils se construisent des modèles. Des modèles, et là, c'est la matérialisation d'un modèle. Voilà, et je dirais, j'irais même plus loin, c'est que nous, on fait de la vulgarisation à l'espace des sciences. Ouais. Et pour faire de la vulgarisation, il faut modifier parfois la réalité pour mieux comprendre la réalité. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça le modèle. Bizarre, mais oui, voilà. Il faut pas être dans le faux, mais on ne peut pas montrer quelque chose de parfaitement juste, parce qu'autrement, tout de suite, ça devient trop compliqué. D'accord. J'ai lu aussi que vous utilisez plusieurs ordinateurs. Exactement. Si vous n'en avez qu'un, vous ne pouvez pas, quoi, c'est ça ? Exactement. Et puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est que on peut avoir 10, 20, 30 ordinateurs rigoureusement identiques. Il n'y aura jamais 30 ordinateurs à travailler exactement en même temps. Et du coup, ça a été le problème qu'on avait rencontré, qu'on ne connaissait pas, c'est de synchroniser tous les ordinateurs. Chaque ordinateur a une forme d'inertie. Voilà, chacun a en plus sa zone de ciel à calculer, parce qu'un même ordinateur ne peut pas calculer tout le ciel, il y a trop d'informations. Et en fin de compte, il faut faire appel au scoutisme. J'ai fait du scoutisme pendant 13 ans. Et un jour, en réfléchissant sur la synchronisation des ordinateurs, ça m'a rappelé quelque chose. C'est que quand on est des ados à marcher sur la route, il y en a qui marchent vite, d'autres moins vite, peu importe le poids du sac à dos, et on peut très facilement avoir 1 kilomètre d'écart entre le premier et le dernier. Or, l'idéal, c'est de marcher ensemble. Et pour pouvoir marcher ensemble, il y a une règle qu'on s'était imposée, c'est de mettre le plus lent devant et interdiction aux autres, les plus rapides, de le dépasser. Et c'est comme ça qu'avec Claude Ganter, on a trouvé l'astuce. Pour les ordis aussi. Pour que les ordis, qui au mieux de tout se mettent à travailler plus rapidement, il y a un chef d'orchestre. C'est le plus lent. C'est le maître qui, lui, va donner le rythme et va dire à celui qui est le plus lent, c'est lui, il faut se caler sur lui. Et c'est comme ça qu'on a réussi à synchroniser pour la première fois des ordinateurs en 1998. Et on était le premier au monde. Quand on dit lent pour un ordinateur, c'est quand même... C'est comme moi. Alors, j'étais toujours c'est du millième de seconde, c'est quoi ? Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, là aussi, on n'y connaissait pas grand-chose dans l'informatique et l'électronique. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il faut 60 images par seconde pour pouvoir faire une image qui passe correctement à l'œil. En dessous, ça ne va pas. Donc il faut faire un logiciel qui, 60 fois par seconde, projette une image, et entre chaque image, il fait les calculs astronomiques pour pouvoir recalculer la position de la Terre, des planètes, des galaxies, en temps réel. C'est ça la force du planétarium, qui est unique, hein, et c'est vrai que moi, j'avais rencontré Bruno et Claude
un petit peu après avoir eu l'idée d'un planétarium à Rennes, parce que j'avais vu ça au Palais de la Découverte, ça, vous avez eu l'idée au Palais de la Découverte gamin, et puis après j'avais observé le ciel, on regardait dans une lunette qui grossissait 120 fois les anneaux de Saturne, donc c'était très beau, on regardait la Lune, on était assez fasciné par les beautés de l'univers, et c'est vrai qu'un planétarium, j'avais toujours pensé cela à Rennes. Les élus de l'époque ont suivi un petit peu notre pensée, mais bon, c'était quand même original de créer un planétarium. Donc j'avais regardé un peu ce qui se faisait. Les Allemands de l'Est avaient une boule un petit peu perforée avec une grosse lampe centrale. Plus le trou dans la boule était gros, plus l'étoile était grosse en projection, même si c'était de la micro-perforation. Et ça, c'était les Allemands de l'ex-Allemagne de l'Est, Zeiss, pour ne donner le nom, qui fabriquait ça. C'est ce qu'il y avait au Palais de la Découverte à Paris et dans beaucoup de planétariums dans le monde. Et puis, j'avais eu la chance d'aller à New York voir le Hayden Planetarium. Et là, j'avais vu pour la première fois un ciel informatique. Un ciel calculé donc par des ordinateurs et diffusé via un objectif grand angle fisheye sur un écran. Et c'est vrai que j'avais trouvé que les étoiles étaient un peu vertes, pas très belles et tout, mais je m'étais dit, ça c'est de l'animation cependant. C'est-à-dire que là, les étoiles pouvaient entrer en mouvement. Donc dès le lendemain, je rentre de New York, enfin quelques jours après, j'appelle Claude Ganter, Bruno et Priscilla à Plumeur-Baudou. Je leur dis, écoutez, j'ai vu quelque chose d'original. Ils me disent, mais nous, on le fait aussi à Plumeur-Baudou. Ah, vous le faites déjà. Dès le lendemain, j'étais à Plumeur-Baudou. Bah, ouais. Et on le faisait en couleur. Hein. Voilà. Ah ouais. Ouais, ils mettaient en langage parallèle des ordinateurs un peu des PC reliés entre eux c'était à d'une valeur de 1 000 € peut-être l'ordinateur. Et c'est une première mondiale. C'était une première, ça. Hein, bah, oui. Et moi, j'avais repéré, mais le repérer d'un point de vue diffusion de la science, quoi. Et c'est comme ça que Bruno est venu à travailler à l'Espace des Sciences et Priscilla ensuite. C'était quand, ça? C'était en 98 qu'on a mis en place tout cela. Et on était... le planétarium de Plumeur-Baudou était une décentralisation du Palais de la Découverte. Donc on avait déjà l'esprit palais. C'est-à-dire c'est une personne qui vulgarise, qui communique en direct devant les personnes, devant le public, et qui fait part de la connaissance actuelle. Et ça, pour nous, c'était important. Et il fallait que la machine suive l'individu. Or, à la Villette, c'était le contraire. C'était plutôt exposition de la technologie française. Et la Villette, c'était plus tard. La Cité des Sciences, oui. Oui, c'était à la Cité des Sciences. C'était déjà ouvert en 86. 86, c'était ouvert déjà. Voilà. Ah oui, d'accord. Je crois que c'était vieux. Plus tard. C'est vieux. Enfin, et ils avaient un super calculateur, de super machines, sauf que il y avait un prompteur et la personne qui faisait le commentaire suivait le prompteur. Alors pour peu qu'elle bafouillait un peu, bah oui, mais le prompteur il glisse, il fallait accélérer. Ça continuait. Tout bafouillait. Et l'ordinateur, lui, ne ralentissait pas. Et ça, nous, on a dit, c'est pas ça qu'on veut. On veut une machine qui se pilote, un peu comme on pilote une voiture. Quand on tourne le volant, ça tourne. Quand on veut s'arrêter, on s'arrête. On met le clignotant, ça... Pouvoir maîtriser, quoi. Exactement. C'est la technologie au service de l'individu pour vulgariser les sciences, et pas le contraire. D'accord. Et donc, vous tournez de la même façon, vous avez amélioré depuis 20 ans ou donc, comment ça se passe? Alors, ce qu'on a amélioré, c'est surtout les calculateurs qui font beaucoup plus de calculs maintenant. Donc, l'image est beaucoup plus précise, beaucoup plus fournie. Mais le principe reste le même, il y a un chef d'orchestre et des musiciens, si on veut. Chacun a sa partition, et c'est l'ensemble qui va générer toute l'ambiance visuelle du planétarium. Une belle symphonie, quoi. Exactement. C'est très beau. Oui, oui. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Donc ça, c'était le chapitre 2. Merci, Bruno. Maintenant, on passe au laboratoire de Merlin, qui est le chapitre 3. Alors, il y a beaucoup de visites scolaires au niveau de ce laboratoire de Merlin. Il y a des jeunes, et puis il y a aussi des moins jeunes. Hein, oui, quelquefois, ce sont les jeunes qu'amènent les parents et les grands-parents. Comme ça, ils vont stimuler un peu leurs grands-parents à la curiosité, hein, c'est ça? C'est ça. Et alors, quelle est l'histoire du laboratoire de Merlin là? J'avais travaillé en forêt de Pimpon. Merlin, c'était l'enchanteur, bien évidemment. Valsortour. Voilà, on y revient. Et donc, je m'étais dit, c'est vrai qu'en Bretagne, on est marqué par la mer, et puis aussi par l'intérieur, l'Armor,
Il y a les terres aussi en Bretagne, à Rouat. Et donc je m'étais dit, il faut aussi, nous on est dans les terres à Rennes, on n'est pas à Saint-Malo, on n'est pas à Brest où il y a Océanopolis ou à Lorient. Et donc qu'est-ce qui pourrait donner le goût des sciences aux enfants? Et je me rappelle même de discussions que j'avais avec Bruno et puis les membres de l'équipe. Ouais. Et donc le mot Merlin, puis labo de Merlin s'est imposé naturellement. D'emblée, et ça. Puis c'était une chouette idée. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on y fait Alors, on y découvre une série de manipulations scientifiques. On est déjà à notre version 2 du laboratoire de Merlin. Donc, il y a une série de démonstrations à faire soi-même pour comprendre des formules mathématiques, une boule à plasma qui envoie de l'électricité où tout est sous protection, une caméra thermique pour voir un petit peu qu'on perd plus de chaleur au niveau de notre nez qu'au niveau de nos joues, par exemple, qu'on a des extrémités un peu plus froides que le corps qui est plus chaud, des choses comme ça. Il y a toute une série d'expériences aussi avec une montgolfière. Et puis on a, à l'image du planétarium, aussi un espace en temps réel avec un médiateur scientifique qui fait des démonstrations. Avec aussi de l'azote liquide, on revient à la couverture du livre, avec aussi quelquefois de l'électricité, les effets spéciaux au cinéma, la physique des milieux granulaires, des choses assez extraordinaires. Les démonstrations, c'est pas tous les jours, c'est... Si. Tous les jours. À l'Espace des Sciences, on a une quinzaine d'animations par jour. Tous les jours, vous pouvez venir. Alors bien sûr, le mercredi, le samedi et le dimanche, il y a plus d'animations. Pendant les périodes de vacances, il y a des animations toutes les heures. Mais l'idée, c'est, comme le disait Bruno à l'instant, c'est des scientifiques face au public. Et je pense qu'on a de belles machines, on a de beaux outils, mais je pense que le message... La transmission des connaissances, elle passe beaucoup mieux par l'être humain que par la machine. Et donc, les machines, nous, sont au service de notre message. Mais pas que n'importe quel être humain, des scientifiques. Oui. C'est pas pareil. Oui. Des scientifiques et puis capables de raconter, d'expliquer. Oui. Et notre devise, par exemple, au planétarium, c'est celle que Priscilla avait mis en place déjà à Plumeur, c'est apprendre en rêvant. C'est-à-dire que l'idée, c'est on apprend des choses... Et du coup, ça fait se poser des questions et qui donnent envie d'en savoir plus et d'aller plus loin. Donc, vous êtes en rapport avec les écoles, toujours. Oui, on en reçoit beaucoup, près de 2000 classes chaque année. Ça fait près de 60 000 jeunes. Donc, c'est énorme. On peut recevoir jusqu'à même 17 classes par jour. Donc, on ne voit pas parce qu'on est dans le Cône Noir, mais il peut y avoir des enfants dans l'exposition cerveau, jusqu'à 2, voire 3, mais 2 classes au planétarium, une autre actuellement dans l'exposition Rire, une autre dans l'exposition, dans le laboratoire de Merlin. Et tout ça à raison de 3 fois par jour. Et puis l'après-midi, il y a le grand public, les familles. Et dès le début, ça a commencé comme cela. On a progressé. Dès 1989. Alors, lorsqu'on était au centre commercial Columbia, ça c'est une toute autre histoire. Ah oui. Il n'y avait pas de planétarium, il n'y avait pas plusieurs salles d'exposition, il y avait une petite salle d'exposition dans le centre commercial située à l'étage où personne ne voulait aller. La valeur commerciale du lieu n'était pas très importante. Donc nous, on n'avait pas d'argent, donc ça nous convenait parce que là, le public était présent. Oui. Et notre idée était d'être là parce qu'il y avait eu toute une réflexion au sein de l'association aussi avec des scientifiques qui voulaient qu'on ait une maison des sciences sur le campus de Beaulieu. Les acteurs culturels aussi, pour eux, c'était quand même assez original de venir présenter la science dans un centre commercial. Je peux vous l'assurer. Oui. Parce que le centre commercial, c'est plutôt le lieu du dieu Hermès. Donc le commerce et la science et la culture, c'est vrai que l'Espace des Sciences a rapproché la science de la culture, mais a démarré son activité là où était présent le public. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup appris en étant dans un lieu très grand public comme le centre commercial Columbia. Oui, avant, vous éditiez aussi une revue qui s'appelait Réseau, je crois. Oui, qui est devenue Science Ouest. On n'a rien lâché, en fait. Non, ça a continué. Ça a changé de nom, c'est tout, quoi. André ? Juste une petite question. On parlait des rapports avec l'éducation nationale, là, indirectement. Est-ce qu'il y a des rapports, si j'ose dire, formalisés dans des... Oui. On a une convention avec le rectorat d'académie. On a des enseignants qui sont mis à disposition pour faire les liens entre les programmes scolaires et puis les activités de l'Espace des Sciences, mais surtout pour mettre cette science en culture, pour faire un petit peu ce que faisait le Palais de la Découverte. Moi, j'avais vu ça à
l'époque, je savais pas que c'était Jean Perrin derrière tout cela, le prix Nobel français qui avait découvert le nombre d'Avogadro, qui était un grand physicien de l'époque de Frédéric Joliot, Irène Curie. Jean Perrin, c'est une grande personnalité française. Il avait imaginé... Voilà, dans les années 30, il avait imaginé un musée, mais sans collection. Ça aussi, c'était assez original. Et moi, je ne savais pas tout ça, mais l'idée était là de montrer la science et la recherche en train de se faire. Alors, justement, donc là, vous étiez au Centre Columbia, puis ensuite, vous avez voulu prendre un peu plus d'espace. Yvon me connaissait déjà à l'époque parce qu'il était le responsable de la rédaction de Ouest France. Et donc, c'est vrai que nos expositions avaient un certain succès. Et donc, j'avais parlé de cela aux élus plusieurs fois. Et une anecdote, le directeur du musée des Beaux-Arts, lors d'une séance de la municipalité, présente une exposition sur le grand siècle avec la peinture. Il avait reçu 15 000 entrées. Moi, je passe derrière, il est en costume 3 pièces, nœud papillon, très bien. Moi, je passe, je suis le scientifique, le jeune derrière. On venait de présenter une exposition intitulée Bord de mer, où on découvrait les rythmes biologiques en fonction de la marée montante et descendante en bord de plage. On avait amené 3 tonnes de sable aussi dans le centre commercial. On rentrait dans des cabines de plage et puis on découvrait le stress du bigorneau, la vie des coquilles Saint-Jacques. 20 000 entrées. Là, j'avais vu que certains élus de la mairie m'avaient regardé en me disant, lui, quand même, ils font des choses, et donc on va les voir. Et donc, ça a été un dialogue aussi entre les responsables élus ici à Rennes, à la région. Et puis aussi, j'ai eu la chance de rencontrer au niveau national une formidable personnalité scientifique, Hubert Curien, le père d'Afusé Ariane, qui était ministre de la recherche, qui était un passionné de sciences, qui lui aussi était passionné scientifique, passionné par le Palais de la Découverte. Et c'était le président de l'Académie des sciences. C'était un grand scientifique, extrêmement cultivé. Et donc, moi, j'étais un petit peu l'exemple pour lui, je pense. Mais il me l'avait pas dit. Mais il venait me voir, donc il venait à l'Espace des Sciences. Et donc, il venait tous les ans faire une conférence. Et en tant que ministre, il venait en nous disant, je vais apporter des moyens. Moi, ça m'aidait beaucoup vis-à-vis des élus d'ici. Et donc, il a apporté il a aidé l'Espace des Sciences à se développer. C'est certain. C'était du même bord. D'ailleurs, c'est... Donc la salle de conférence s'appelle Hubert Curien, donc tous les mardis soirs. On pense à lui, Hubert Curien, parce que c'était vraiment un personnage extrêmement attachant. Lorsqu'il arrivait dans une réunion, il était à la fois élégant, mais toujours modeste et à l'écoute des personnes. Et puis en fait, il en avait toujours... C'est une grande qualité. Absolument. Et puis lorsqu'on creusait un petit peu avec lui, il avait une très grande connaissance des choses. Il s'intéressait à la physique, il avait été cristallographe, il a été président du CERN, le centre européen le collisionneur, le grand collisionneur qui est à côté de Genève, en Suisse. 27 km de diamètre. C'est ça, il a été le patron de la 42 km de diamètre. Voilà, 42 km de circonférence. C'est un marathon. Oui. Et donc il a aussi été le patron du CNES. L'origine de la conquête spatiale française, c'est lui. Et donc, c'était un monsieur, il me semblait inaccessible. Mais il s'était intéressé à notre expérience dans le centre commercial. Il s'était intéressé à ce qu'on faisait, nos animations. Et donc, il venait lui-même. Et c'est comme ça qu'il avait dit, je vais apporter des moyens à l'Espace des Sciences. À l'époque, d'autres ministres de la culture, notamment, ne se pressaient pas à Rennes pour venir aider le maire de Rennes de l'époque, Edmond Hervé. Donc ça a catalysé finalement l'installation de l'Espace des Sciences au Champ Libre. C'est ça. À l'époque, on l'appelait le nouvel équipement culturel. Et ça a été une formidable aventure parce que finalement, on a amené la science dans la culture, en plein centre-ville. On s'est délocalisé un petit peu de Columbia, mais c'est pas très loin. Et puis au début, on avait toujours l'idée, nous, de perdre le grand public parce qu'il faut quand même pousser la porte des Champs Libres pour aller vers les sciences. Mais finalement, en étudiant les choses, on avait fait des enquêtes à l'ouverture en 2006. On a aussi largement élargi notre public, notre audience, et puis on touche quand même un large public, je dirais au sens grand public, populaire, parce que la science finalement elle nous rassemble tous lorsqu'on l'explique simplement. Oui, il y a un très beau titre dans le chapitre 12,
les champs libres, un vaisseau pour les curieux. C'est ça. Donc c'est ça. Ça veut bien dire c'est que... pas toujours simple parce qu'on est 3 entités différentes. On peut pas mélanger une bibliothèque avec un musée d'histoire, avec un centre de sciences. Il faut travailler en harmonie, en compréhension, échanger comment dirais-je, le système, le fonctionnement est original. Tout à fait. Mais vous avez raison de mélanger, essayer de mélanger. Parce qu'il n'y a pas de culture s'il n'y a pas des ponts entre les différents savoirs, les différentes manières d'être. Sinon, on est dans des couloirs, c'est ça. On fait un 100 mètres. Quoi. Oui. Ok, on va finir sur ces propos pour cette deuxième chronique. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, dirait André. Oui, et moi aussi je vous le dis. Portez-vous bien. Et donc, au revoir. Merci. Michel, au revoir Yvon, au revoir Bruno, au revoir André, et à la semaine prochaine.